Alors, on a pour Cédric, du coup, je vous propose de lancer sans plus attendre ce petit webinaire dont la thématique du jour est l'hybridation ou la transformation d'associations en coopératives. C'est un webinaire qu'on a eu l'honneur d'animer déjà l'an dernier. Donc, on a tâché d'enrichir. Je vois plein de bonjours dans le chat. N'hésitez pas à chatter. Vous avez une petite bulle de discussion sur le côté. Vous pouvez aussi chatter entre vous, poser des questions. On tâchera de répondre au fur et à mesure ou à la fin, si ce n'est pas le cas. Donc, je vous propose qu'on se présente. Alors, je vais me présenter le temps que Cédric arrive. Donc, je suis Mathieu Castin, expert comptable et aussi conseiller, on va dire, accompagnateur, notamment juridique et financier, des structures de l'ES. Je suis aussi réviseur coopératif. C'est une espèce d'audit pour les coopératives qui, depuis la loi ESS, est quinquennal, voilà, tous les 5 ans. Et pour les scopes, c'est tous les ans, historiquement. Ah, Cédric nous a rejoint, ça y est. Bonjour. Bonjour Cédric. Du coup, on en était aux présentations, donc je te laisse te présenter. Oui, donc moi je suis Cédric Lavédrine. Donc je suis expert comptable et commissaire en compte. En résumé, je dirais que les associations, c'est un peu 200% de mon temps de travail, avec une spécialisation plutôt transversale dans le conseil auprès de l'ensemble des structures de l'ESS en général. Je suis également membre de la commission association de l'ordre des experts comptables et j'accompagne quotidiennement les structures de l'ESS dans la structuration de leurs projets, leurs enjeux juridiques et fiscaux et leurs modèles socio-économiques. Et je suis par ailleurs engagé sur certaines causes qui me tiennent à cœur, comme le déterminisme social, où je suis mentor depuis maintenant plus de 3 ans et c'est très enrichissant dans les deux sens. Voilà, donc j'ai également auteur régulier dans Juris Association pour l'ordre des experts comptables. Parfait. Donc, on a 1 heure devant nous. On va tâcher d'être synthétique. On a pas mal de slides, donc peut-être qu'on ira vite sur certaines sur la fin. Hein. Excusez-nous d'avance. Alors, sans plus attendre, on va aujourd'hui parler, alors, essentiellement transformation et un petit peu hybridation, les différents statuts coopératifs qui peuvent être adéquats. Alors, il y en a 18 formes coopératives. On parlera surtout de la SCOP et de la SCIC, mais on pourrait aussi penser à la coopérative loi 47. On va parler un peu sujet, alors, juridiques, fiscaux, modèles socio-économiques, un peu toutes les questions qu'il faut se poser avant de soit transformer, soit hybrider. Et ensuite, on reviendra, donc on ira sur les impacts de la transformation pour le modèle et les différentes étapes et comment on peut aussi se faire accompagner sur la transformation ou l'hybridation. Alors, on pense souvent au statut coopératif quand on est une association. Pourquoi? Déjà parce qu'aujourd'hui, il y a une possibilité, quand on est une asso, de se transformer sans perdre sa personnalité morale en coopérative. Donc, ça peut être un peu le meilleur ami ou parfois le passage vers la... Et parce qu'il y a pas mal de points communs. Alors, notamment, il y a l'idée d'impliquer ses salariés dans la gouvernance. Alors, parfois, dans les associations, on peut être limité sur l'implication des salariés et des entrepreneurs aussi qui portent le projet. Donc, la coopérative peut apporter une réponse au fait de rétribuer et d'associer, voilà, en tant que dirigeant, associer les salariés dans la gouvernance. Donc, une assise, on va dire, en termes de gouvernance, une assise entrepreneuriale. On a aussi la question financière de l'assise en termes de fonds propres, ce qu'on appelle fonds propres, quasi-fonds propres, emprunt. C'est l'idée de financer sur du long terme un projet, là où l'association peut avoir du mal à lever des fonds de long terme, notamment des investisseurs, des banques. La coopérative peut être une solution parce que c'est une société de personnes et de capitaux. On a coutume de dire que c'est une société mixte. Ça peut permettre alors, de renforcer le côté lucratif, c'est-à-dire les activités concurrentielles que peut porter une association qui pourrait fiscalement et donc entraîner une fiscalisation globale. Là, il y a l'idée de pouvoir l'ancrer dans un projet qui est soumis à la fiscalité, et donc on assumerait totalement sa fiscalisation. Tout en gardant les valeurs, l'idée c'est aussi avoir un patrimoine alors qui n'est pas non lucratif totalement, mais on parle souvent de lucrativité limitée dans les coopératives
pour éviter que le patrimoine soit dévoyé. Donc, il doit notamment rester dans les mises en réserve et souvent redistribué soit aux salariés ou à d'autres bénéficiaires. Et on verra donc la différence entre les SCOP et les SIC. Alors, pour commencer sur la SCIC, qui est un peu la forme juridique en vogue depuis une vingtaine d'années, qui est une des dernières nées dans le droit coopératif. Alors déjà, il faut savoir qu'elle est aussi rattachée au droit des sociétés, donc il faut choisir entre SIC SA, SARL ou SAS. Ça, c'est notamment pour déterminer le de direction. Elle est basée sur, comme les autres coopératives, un principe démocratique, une personne égale une voix, sauf qu'il y a une flexibilité, c'est-à-dire qu'on peut pondérer les droits de vote par des collèges de vote entre 10% et 50%. Donc, on ne peut pas s'approprier à soi tout seul ou à un collège à soi tout seul une coopérative. On doit avoir au moins 3 catégories d'associés. Donc, il y a vraiment le principe d'éviter l'entre-soi et de rechercher un intérêt collectif à caractère d'utilité sociale. Donc là, on voit dans la loi ESS qui définit l'utilité sociale. Notamment, il faut obligatoirement des salariés ou producteurs de biens et services bénévoles en l'absence par rapport à la SCOP, par exemple. Oui, La SCOP, il nous faut 2 salariés minimum. Il nous faut des bénéficiaires obligatoirement, donc clients, usagers, fournisseurs. Et ensuite, toute catégorie de parties prenantes. Alors, souvent, on pense que le fait d'avoir des collectivités locales, c'est obligatoire. Ce n'est pas obligatoire. Hein. On peut avoir plein d'autres parties prenantes, des partenaires, des soutiens, des habitants. Donc, on a un principe de mise en réserve majoritaire des bénéfices, donc au moins 57%. Et en pratique, alors les SIC mettent 100% en réserve. Pourquoi? Parce qu'il y a une défiscalisation. Dès lors qu'on met en réserve des excédents, des bénéfices, on ne paye pas d'impôt sur les sociétés. Je passe à la SCOP. N'hésitez pas si vous avez des questions, si ça va trop vite. La SCOP, c'est une structure alors, un peu plus ancienne. Avant, c'était les coopératives ouvrières. Aujourd'hui, on dit souvent que c'est des coopératives de salariés. Donc, c'est essentiellement détenu par et pour les salariés qui doivent détenir au moins 51% du capital et 65% des droits de vote minimum. Donc là, on voit qu'on a une primauté. En même temps, ça peut être un facteur limitant pour les investissements extérieurs. On a une gouvernance démocratique, une personne égale une voix, une répartition des bénéfices, donc je le mets un peu à droite, entre la mise en réserve, une part travail, donc ça c'est pour tous les salariés, et un intérêt aux parts sociales, ce qu'on appelle le dividende coopérative, ça c'est pour les salariés qui sont associés. Après, il y a plusieurs écoles, il y a des coopératives qui obligent le fait d'être associé, d'autres qui laissent plus de liberté aux salariés de s'associer. Voilà ce que je pouvais dire sur la SCOP. Alors, peut-être Cédric sur les activités lucratives d'une asso. Tu es en mute. Alors Cédric, on ne t'entend pas, c'est en bas, il faut que tu décoches. On va aborder maintenant les solutions que l'on peut mettre en œuvre face au développement des activités lucratives. Donc, on finalisera bien entendu par la transformation en coopérative. Il faut savoir qu'on a des solutions différentes. Lors du développement et de la croissance des activités lucratives, les associations ont des contraintes fiscales qui viennent finalement potentiellement freiner le développement. Et parfois aussi, la fiscalité est vécue comme une contrainte, comme un objectif et non pas comme un simple paramètre. Il faut savoir que cette problématique, elle est de plus en plus fréquente sur le terrain, du fait de l'évolution des modes de financement des associations que nous verrons plus tard, avec en particulier la baisse des financements publics. Et donc, face à ça, on doit respecter tout un ensemble de critères. Donc, le premier qui est la gestion des intéressés, où là, les associations, globalement, respectent le plus souvent et le plus facilement en s'appuyant, je dirais, sur une tradition assez forte du bénévolat en France. Il y a également le fait d'entretenir des relations privilégiées avec des sociétés commerciales, en particulier des adhérents professionnels dans des structures qui représentent des professions, par exemple, mais pas seulement. Ou alors, le dernier point, ne pas être en concurrence avec le secteur marchand. Et là, c'est un des points les plus compliqués. Déjà, ne serait-ce que pas l'évolution de l'environnement de l'association qui peut rester sans modifier son activité, mais des concurrents peuvent apparaître, des concurrences qui sont dans le secteur lucratif et qui finalement peuvent transformer
l'activité de l'association qui à la base n'était pas lucrative car non concurrentielle et finalement qui deviendrait concurrentielle. Donc elle doit sinon respecter la règle des 4P. Et si jamais elle est finalement contrainte d'avoir cette activité qui deviendrait lucrative, elle a encore la possibilité d'utiliser la franchise des impôts commerciaux qui a pas mal augmenté cette année puisqu'elle est presque à 77 000 euros, 76 679 euros précisément. Et puis, elle a la contrainte aussi de conserver son activité non lucrative nettement prépondérante. Alors, les textes ne donnent pas vraiment de montant, mais la jurisprudence, globalement, commence à avoir des risques à partir de 2/3 de l'activité totale. Quand l'activité non lucrative descend en dessous de ce seuil, on commence à avoir éventuellement un petit risque. Donc, 1/3 maximum de lucratif autorisé. Voilà, qu'on peut apprécier soit sur les ressources en euros, contribution volontaire en nature incluse ou pas, ou les moyens humains ou les moyens matériels. Donc, on peut... Voilà. Et en l'occurrence, la valorisation du bénévolat peut être un levier par rapport à ça. Ensuite, par rapport à ces activités lucratives, on a donc plusieurs options possibles. Alors, on a dit le respect de cette franchise, donc c'est une forte contrainte puisque ça va freiner la croissance si jamais on a un potentiel à la fois pour réaliser son projet associatif, mais également pour trouver des ressources pour éventuellement même financer d'autres activités déficitaires. La deuxième possibilité, c'est de sectoriser donc l'activité là qui va nécessiter une gestion un peu plus complexe de l'association avec des contraintes déclaratives sur une partie de l'activité. Donc là, on commencera à avoir l'alias fiscal. Il faudra bien entendu mettre en place une analytique, ce qui est néanmoins souvent déjà le cas vis-à-vis des financeurs et des financements fléchés. Donc ça, c'est la deuxième option. Et lorsqu'on atteint vraiment un niveau qui fait que ça peut remettre en cause même la globalité du statut fiscal de l'association et que ça pourrait contaminer finalement les activités non lucratives, on a toujours la possibilité de filialiser, donc de créer une filiale commerciale et voire sinon de se transformer en coopérative, donc en SIC ou en SCOP. Et on va voir après, donc dans les filiales que l'on peut faire, on peut faire tout à fait une filiale tout à fait classique et puis sinon une filiale qui sera une filiale de forme coopérative. Alors, au niveau, donc ça, c'est un schéma qui représente un peu ce que je viens de dire. Finalement, en fonction des différentes étapes, en fonction de l'évolution des recettes et puis éventuellement de la stratégie de l'association, on va commencer par la franchise jusqu'à 76 000 et pas 72 000, là, il y a une petite coquille. Et puis ensuite, la sectorisation et finalement, on aura le choix, pourquoi pas filialiser l'activité commerciale, voire fiscaliser l'ensemble de l'association, ça arrive. J'ai eu des cas comme ça de clients où finalement l'impact financier de la fiscalisation était plutôt même parfois bénéfique ou neutre, avec une simplification finalement de la gestion puisqu'on n'a plus besoin de gérer des secteurs d'activité, etc. Et par ailleurs, ça ne remettait pas en cause certains financements comme le mécénat, puisque si on est lucratif, on ne peut plus bénéficier du mécénat. Cette structure ne bénéficiait pas de mécénat, donc ce n'était pas un enjeu. Et puis, ça ne remettait pas non plus en cause ces financements publics. Donc, du coup, la fiscalisation globale peut parfois aussi être une solution. Et puis, on a la transformation, bien entendu. Dans tous ces schémas juridiques, en fait, il faut vraiment regarder ces objectifs et pour chacun de ces objectifs, vérifier la solution la plus adaptée, donc de faire une comparaison au cas par cas, puisqu'on voit que c'est quand même assez complexe, avec chacune des solutions qui a des impacts qui ne sont pas neutres. Donc en termes de gouvernance, en termes de gestion à travers la sectorisation, les objectifs en termes d'implication des salariés, où on peut avoir des réponses justement par les coopératives, les objectifs en termes de développement d'activités lucratives, de maintien de l'activité non lucrative et puis de simplicité. Donc voilà, donc tout ça, finalement, doit être étudié au cas par cas. Je ne vais pas commenter chaque case du tableau, mais vraiment, c'est au cas par cas. Il faut regarder ces objectifs par rapport aux solutions proposées, sachant qu'une transformation en société commerciale pure est interdite, c'est impossible par la loi, c'est forcément une coopérative, pour des questions de conservation de réserves impartageables en particulier. Ouais. Parfois, on peut se transformer en coopérative pour aussi recréer une asso d'intérêt général derrière pour l'enjeu, ne serait-ce que mécénat. Voilà, c'est aussi des exemples. Des fois, c'est vraiment au cas par cas, comme dit Cédric.
Voilà, la filialisation, justement, va permettre de créer finalement un ensemble avec un maintien de l'activité non lucrative, ce qu'on appelle l'association de tête, et puis la création d'une structure qui peut être parfois une URL, parfois une SARL, parfois une SAS, en fonction finalement d'éventuels partenaires qui viendraient prendre des participations. Dans un schéma finalement où l'objectif est de toujours isoler l'activité lucrative d'une façon à ne pas contaminer la partie non lucrative, donc l'association de tête qui demeurerait avec son activité traditionnelle et des financements classiques du type mécénat, des subventions qui parfois, qui souvent même ne peuvent pas être fléchées sur des structures commerciales, donc qui sont dédiées à des structures non lucratives. Donc, si jamais l'association se transformait, dans certains cas, ça pourrait être un frein à cause de ces modalités de financement. Donc, l'objectif principal ici, ça va vraiment être de maintenir cette dualité qui va être complémentaire finalement. Donc là, on va faire un apport partiel d'actifs dans une structure qu'on va créer pour amener finalement l'activité commerciale. Et un des points intéressants, ça va être la capacité de la filiale de refinancer finalement l'activité associative par des distributions de dividendes. C'est-à-dire que les excédents générés par l'activité commerciale vont pouvoir remonter en bénéficiant par ailleurs du régime mère-fille, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas une double taxation et donc l'association va recevoir ses dividendes. Alors, on devra sectoriser la partie gestion des dividendes, mais c'est très simple et assez basique finalement parce qu'on a juste la gestion des titres qui représente très peu de choses dans l'activité de l'association. Donc, on aura quand même un secteur d'activité taxable qui s'appellera gestion de titres. Et donc, on remontera les dividendes de la SARL, de la filiale sur l'association pour la financer. En termes de gestion des intéressés, il faut quand même faire attention, donc avoir un point d'attention par rapport à qui va finalement être administrateur de la filiale. Il faut éviter que des administrateurs ne soient, par exemple, associés de la filiale ou dirigeants salariés, etc. Donc, il faut faire quand même attention pour ne pas remettre en cause la gestion des intéressés de l'association mère. Et puis, on pourra aussi également, si on veut étendre, je dirais, toujours l'utilité sociale sur la filiale, essayer de voir si on ne peut pas avoir un agrément ESUS, par exemple, pour conserver cet aspect d'utilité sociale. Oui, autre petit point aussi, c'est concernant les refacturations, puisqu'en fait, souvent, on aura des salariés qui vont travailler également pour la filiale, et là, on se retrouvera avec finalement également un secteur d'activité taxable, puisque cette refacturation est lucrative. Et donc, même si on la facture à l'euro près, elle est normalement assujettie à 20%, donc on pourra toujours bénéficier de la franchise de 76 000 euros, et le plus souvent, ça suffit. Ensuite, on a la filialisation coopérative, où là, finalement, on va créer également une filiale, mais qui aura la forme d'une SIC, et ce qui permettra d'intégrer finalement des partenaires, donc des producteurs salariés. On aura l'association fondatrice bénéficiaire, des producteurs salariés en collège 2 et d'autres partenaires qui peuvent être des collectivités, par exemple, dans le collège 3. Donc là, on va associer les différentes parties prenantes au projet et tout en finalement permettant d'avoir un véhicule mettant en place un véhicule qui nous permettra de finalement développer nos activités commerciales où on avait ces limites qu'on indiquait tout à l'heure au niveau de l'association. Donc, l'association va animer cette communauté et un des points de limite de ce montage, c'est qu'on aura du mal, comme le disait tout à l'heure Mathieu, à distribuer des dividendes, puisqu'en général, déjà, on a au moins 57,5% des bénéfices qui doivent être affectés en réserve impartageable, et puis suivant les statuts, ça peut être jusqu'à 100%. Et par ailleurs, on a un taux plafonné de rendement, c'est le taux de rendement des sociétés privées, je crois,
qui limite la distribution de dividendes. Donc, pour la partie refinancement de l'association, ce modèle va avoir une limite. N'hésitez pas. Il y avait déjà une question, ouais. Des cabinets d'exercice comptable en coopérative, oui, il y en a déjà, ouais. Depuis 2014, depuis la loi ESS, qui dit que l'ESS a vocation à irriguer tous les secteurs de l'activité économique. Et depuis que la loi Macron aussi a autorisé les formes juridiques, la liberté du choix des formes juridiques. C'était il y a 8 ans, ouais. Alors, ouais, peut-être sur la solution coopérative, après je te repasse la main, Cédric. On a donc, comme on disait au début, souvent dans l'asso, parfois on a besoin de revivifier la gouvernance. Donc le côté coopératif apporte un peu une petite cure de jouvence, on va dire. Ça n'empêche pas, on pourrait très bien avoir une coopérative, une association qui aurait un peu des fonctionnements proches de la coopérative avec, par exemple, des collèges de vote, etc. On peut très bien revivifier la gouvernance dans une asso. Hein. On peut associer aussi des salariés dans une asso. Alors, on peut avoir des salariés maximum jusqu'à un quart des membres du conseil d'administration, par exemple. Aucun ne peut être au bureau. Bon, il y a des choses possibles en asso, mais on n'a pas autant de liberté. Donc là, on n'a pas autant de liberté en particulier puisque les mandataires doivent être bénévoles pour conserver le statut fiscal. Et on a également un problème de renouvellement du bénévolat de plus en plus avec des présidences qui sont quand même vieillissantes là, dans les statistiques. Et moi, j'ai dernièrement transformé une association en coopérative pour cette raison en particulier. Alors, il y avait une autre raison, mais c'était une des raisons. Et quand on faisait les avantages inconvénients de chacune des possibilités, la seule qui correspondait, c'était la coopérative. Et là, parce qu'il fallait remplir la case gouvernance. Ouais. Voilà. Le côté rétribution des entrepreneurs par rapport à la gestion des intéressés dont on parlait. Hein. En dirigeant d'assaut, on est limité à 3/4 du SMIC, donc ça peut être très limité. Oui, après, il y a une loi qui permet, si on a des fonds, des ressources propres supérieures à 200 000 euros de mémoire, qui permet quand même de financer, mais c'est quand même assez peu utilisé. Et des ressources privées, du mécénat, ouais. Voilà. Donc, on le disait, difficulté à lever des fonds. Alors, on peut aussi avoir, on a pas mal de structures qui savent qu'elles vont se mettre en coopérative d'ici 2, 3, 4 ans, le temps de lancer un projet, par exemple, un tiers-lieu, un écolieu, un projet qui nécessite pas mal de gouvernance ou de levée de fonds, mais pour se faciliter la vie, vont créer une association parce que c'est très au début de qualité, de paperasse d'assemblée générale à déposer au greffe ou autre. Donc, on peut aussi se lancer en assaut de préfiguration, donc déjà avec un fonctionnement collégial, par exemple, si on veut être en SIC, en vue d'une transformation plus facile en coopérative. Oui, j'ai eu beaucoup ça, moi, plusieurs cas d'épicerie dans ce cas-là. Ouais, il y a des secteurs d'activité où ça ressort plus que d'autres. Ils se sont passés le mot. Oui, c'est ça. Ils ont des pratiques. Alors, donc, comment ça marche quand on se transforme? Donc, on a une souplesse, c'est qu'il y a une continuité de la personne morale. On garde le même sirène, l'ensemble des contrats, des agréments en tout genre, les habilitations, voilà, tous les contrats de travail. Donc ça, c'est quand même un gros avantage. Il n'y a pas de rupture. Donc, on peut préserver son utilité sociale, qu'on soit une SIC ou sociale, ou une SCOP. On a la possibilité de rajouter de l'utilité sociale dans son objet social, d'aller chercher l'agrément ESUS, par exemple, entreprise solidaire d'utilité sociale, en mettant des limitations de salaire, en mettant une gouvernance démocratique un peu poussée. Voilà. On peut garder les mêmes attributs, finalement, j'ai envie de dire, politiques, éthiques, qu'une association. C'est aussi l'occasion, en fait, les phases de transformation, comme les créations, c'est l'occasion de se re-questionner sur son projet politique, ou de réaffirmer un peu ses valeurs, ses principes, et comment en pratique au quotidien et dans ses statuts. Donc, c'est l'occasion aussi de se poser des questions sur est-ce qu'on a besoin de financement. Donc, souvent, dans ces phases-là, on pousse les structures à raisonner à 3 à 5 ans, autant sur leur projet politique que leur modèle économique et leurs besoins de financement. Donc, c'est là où on va questionner est-ce qu'on a besoin de lever des fonds, etc., sous quelle forme, capital, titre participatif, etc. Alors, les inconvénients, on l'a dit,
on paye les impôts sur toutes les activités, alors sauf s'il y a des exonérations spécifiques à une activité. Par exemple, la formation, ça reste exonéré, quelle que soit sa forme juridique, si on fait une demande. On ne peut plus être, malheureusement, désolé pour ceux qui avaient l'espoir, mais les SCOP ni même les SIC ne sont éligibles au mécénat. Donc, allez voir les fondations, les entreprises, tout ça. C'est pas trop prévu. Peut-être ça évoluera avec le droit, mais aujourd'hui, non. On n'est pas éligible au service civique. Par rapport aux subventions, alors en théorie, la subvention, selon la loi ESS, elle n'est pas censée discriminer de forme juridique. C'est-à-dire, quelle que soit sa forme juridique, dès lors qu'on a un intérêt pour les habitants de la collectivité, on peut, un intérêt général, mais au sens vraiment pour les habitants, on peut aller chercher une subvention. Pour autant, culturellement, il y a quand même des collectivités pour, on va dire, par ordre préférentiel, les assos, ensuite les SCIC, ensuite les sociétés commerciales de l'ESS. Voilà. Et il faut aussi savoir que dans certains cas, c'est également inscrit même dans la loi. Moi, je suis intervenu dernièrement sur une association qui intervient auprès des écoles des orthoptistes. Et en fait, se posait la question de la qualification du financement et de la possibilité d'avoir finalement une requalification en prestation. Et au final, en regardant dans le code de la santé publique, il est précisé que en fait, finalement, le département doit faire appel à des structures non lucratives. Ce qui fait que derrière, en fait, par la loi, en fait, il n'y a pas de concurrence. Donc, même si c'était une prestation, quelle que soit la qualification. Donc, même dans je dirais même dans la loi, des fois, en fait, les aides qui sont apportées peuvent être réservées aux structures non lucratives. Ouais, même certains agréments, par exemple les ateliers chantiers d'insertion, si on veut, dans le médico-social aussi, il y a beaucoup pour être éligible où le statut non lucratif, donc associatif, souvent est préféré. Ça évolue petit à petit, mais il faut être attention quand on est dans ce genre de secteur d'activité. Donc sur l'intérêt général, si on tient à tout prix à l'intérêt général, ça peut être bien de garder une asso, d'en recréer une. Voilà, à côté, où certains iront sur un fonds de dotation. Bon, parfois, je trouve et là, il faut faire attention aux relations privilégiées dont je parlais tout à l'heure. Il ne faut pas que l'association soit le fauné, finalement, de la structure commerciale et qu'en fait, son objectif derrière, c'est de favoriser le développement de la structure commerciale. Voilà. Donc c'est possible d'avoir des liens économiques, financiers, mais ils sont encadrés. Voilà. Alors, finalement, les questions à se poser pour choisir le ou les statuts juridiques adaptés, donc ça va être sur les questionnements de modèles économiques ou socio-économiques, parce qu'on n'intègre pas que le chiffre d'affaires, les ressources purement en euros, on intègre aussi les questions RH, le bénévolat, les services civiques, le volontariat, le mécénat de compétences. Par exemple, une SCIC peut avoir des bénévoles, ce qu'une SCOP ne peut pas avoir, ou une SAS ne peut pas avoir. Voilà, ce sont des exemples. Les partenariats aussi, c'est vrai que le statut juridique peut être déterminant dans les gens qui vont venir nous voir. En SIC, il y a un côté un peu, on est ouvert sur la cité, ça peut susciter des envies de venir adhérer. D'autres préféreront le côté SAS, très entrepreneurial, etc. Donc, voilà, ça dépend le côté, l'image qu'on veut renvoyer. On parlait du besoin de financement, donc plus on a besoin de lever des fonds, et plus on ira vers un statut, alors soit société commerciale classique, SAS, si on a besoin de lever des millions d'euros. En SCIC, on arrive à faire des levées en centaines de milliers d'euros. En millions, il faut se lever un peu plus tôt. Par exemple, si on doit créer une foncière. La question. Donc, si on veut gérer l'immobilier, est-ce qu'on va sur un statut coopératif, une SCI, une SAS? On parlait aussi donc du rôle, la rémunération des fondateurs et des dirigeants. C'est sûr que si on veut les rémunérer, en association, on leur dira tu ne peux plus être dirigeant, il faut que tu sois salarié. Alors qu'en coopérative, ils pourront être salariés et dirigeants, ça ne posera pas de problème. Avec quand même aussi au niveau des associations, dans ces cas-là, des risques aussi de direction de fait qui peuvent remettre en cause le statut fiscal de l'association. Ouais. Parce que souvent, en fait, le fondateur devient directeur, directrice, et puis derrière, il garde les manettes en mettant un conseil d'administration qui finalement va plutôt l'écouter. Donc, il faut faire attention d'un point de vue formel à ce que les décisions soient bien prises par le conseil d'administration.
Ouais. Donc ça veut dire rendre des comptes au CA, ça veut dire avoir un contrat de travail bien écrit, préférer le terme délégué général à directeur général pour éviter la confusion, parce que dirigeant, on pense au directeur général salarié d'une asso, mais en fait non, dirigeants sont les membres bénévoles d'un CA souvent. S'il y a un salarié, on l'appelle au mieux délégué général, et voilà, avec des mandats aussi confiés par le CA, le cas échéant. Délégation de pouvoir aussi. Délégation, ouais. Donc les questions de lucrativité, je disais soit non-lucrativité, soit lucrativité limitée. Donc on peut limiter avec les mises en réserve, on peut limiter les rémunérations du travail. Donc aujourd'hui, l'agrément-ESUS, c'est 10 fois le SMIC pour le mieux rémunéré. Nous, par exemple, dans notre coopérative, on a limité à 3 fois. En pratique, c'est plutôt 2 fois. Donc on peut aussi écrire les statuts comme bon nous semble. Et un autre avantage inconvénient de la coop, c'est qu'on ne peut pas revaloriser les parts sociales. Alors les scopes, on peut avec l'inflation, mais les SIC, pas encore. Des fois, c'est un sujet sur les... Je vois qu'on parle de tiers-lieux, de coopératives d'habitants, tout ça, ça peut être un sujet aussi, de ne pas du tout pouvoir revaloriser. On a la question d'image, voilà, tous les avantages qu'on peut avoir de chaque forme, et parfois des spécificités sectorielles qui conviennent d'aborder, comme on disait tout à l'heure. Donc maintenant, on va aborder l'étude des impacts sur le modèle initialement associatif avant de se transformer en coopérative. Donc on va rappeler quand même brièvement le fonctionnement de l'association en termes de fiscalité pour mieux comprendre ensuite les incidences fiscales de la transformation, puis aussi les incidences sociales et juridiques, et puis sur le modèle socio-économique. Donc le principe de base d'une association, c'est défini finalement par l'article 1 de la loi 1901, c'est qu'on se réunit dans un but autre que de partager les bénéfices, et c'est sur cette base qu'a été fondée finalement l'absence d'imposition aux impôts commerciaux. Et donc les impôts commerciaux, donc, pour rappel, c'est la TVA, l'impôt société, la CET et la taxe d'apprentissage. Et en fait, finalement, ces impôts ne veulent pas non plus dire que les associations derrière n'ont pas une imposition. Les associations, même si elles ne sont pas assujetties aux impôts commerciaux, elles payent quand même des impôts. Tu peux mettre le slide suivant, s'il te plaît, Mathieu. Ouais. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de coût fiscal pour l'association de ne pas être assujettie aux impôts commerciaux, puisque finalement, selon ses activités, elle va se retrouver à avoir des impôts sociétés sur les revenus patrimoniaux, donc en particulier si elle est détentrice de bâtiments qu'elle loue. Alors après, on peut avoir des mécanismes de création d'SCI pour pouvoir échapper à cet impôt. Il y a aussi les revenus de capitaux mobiliers, en particulier des associations anciennes qui peuvent disposer d'un certain capital cumulé de fonds propres et qu'elles placent. Là aussi, on a des impôts et par ailleurs, ces impôts sont à payer jusqu'à 24% des produits. Il n'y a pas de charge déductible concernant les revenus immobiliers et y compris si on est déficitaire. Donc, dans certains cas, c'est même plus coûteux que si on était aux impôts commerciaux. On a également la taxe sur les salaires qui peut être très coûteuse, avec heureusement un abattement qui avait été fortement augmenté depuis le CICE à 20 000 € à l'époque, aujourd'hui près de 21 382 € en 2022. Et j'ai plus le nombre de 2023, mais ça devrait être certainement 5 ou 6% au-dessus. Et puis, également la TVA, puisqu'on a des achats, mais là, ça dépend aussi du type d'activité, puisque beaucoup d'associations, leur charge principale, c'est quand même les ressources humaines. Mais néanmoins, il peut y avoir des achats qui peuvent, dans certains cas, être importants. Et là, en fait, on a un impôt, puisque c'est la TVA qui n'est pas déductible, et donc on paye bien la TVA alors qu'une société commerciale la récupère. Donc voilà, donc là on a quand même voilà le panorama, je dirais, de la fiscalité d'une association non lucrative. Alors les impacts maintenant de la transformation sur une association au niveau de la TVA, en résumé, on va avoir un impact sur le prix de vente ou sur la marge. Mais là encore, ça va dépendre des activités de l'association. Là, récemment, j'ai un client dont je suis commissaire aux comptes qui a lui-même fait un rescrit fiscal mécénat sans prévenir personne. Et non seulement on lui a répondu qu'il ne pouvait pas bénéficier du mécénat, mais en plus,
on lui a dit qu'il était maintenant assujetti aux impôts commerciaux. Alors, je ne vais pas m'étendre sur l'analyse fiscale qui était complètement fausse, en particulier sur la gestion des intéressés, puisque là, justement, la directrice, l'ancienne présidente était devenue directrice, mais elle était bien sous un lien de subordination, etc. Enfin bref, l'analyse était complètement faussée. Néanmoins, le client, finalement, n'a pas souhaité aller au-delà parce que, de toute façon, l'impact pour lui était assez faible, puisque là, dans son activité qui est une crèche, il n'est pas assujetti à la TVA. Donc, l'impact TVA, là, pour le coup, avait été nul. Et pareil pour la taxe sur les salaires, elle va rester avec la taxe sur les salaires. Donc voilà. Donc, l'incidence fiscale sur la TVA, ça va être classiquement, si jamais on est sur une activité, par exemple, de vente d'un service taxé à 20%, on va devoir choisir soit d'augmenter le tarif, soit de baisser le prix de vente, ou alors un chemin entre les deux. Mais ça va avoir un impact économique et potentiellement aussi sur le dimensionnement du marché de l'association, enfin de ce qui était une association, et voilà, avec un risque éventuellement de baisse d'activité. Donc la question de la nature de l'activité est vraiment importante, et du taux de TVA qu'on doit appliquer, puisqu'on a aussi des taux à 5,5 qui peuvent finalement être compensés par la TVA déductible qu'on va récupérer. Ouais, les associations qui ont vocation à s'adresser. C'est le cas des acteurs économiques qui récupèrent de la TVA, par exemple, une association un peu à vocation syndicale. Bon, elle pourrait même, dans l'absolu, soumettre ces cotisations à la TVA parce que leur structure la récupère. Voilà, donc certaines structures, là où il y a un impact, en fait, TVA, c'est surtout si tu t'adresses à des particuliers, à des auto-entrepreneurs, à des collectivités, des structures qui ne récupèrent pas la TVA, où là, tu as un risque d'augmentation du prix directement. Et donc, un des points importants aussi sur la TVA, c'est finalement à quel client on s'adresse. Parce que si jamais on s'adresse à des clients qui sont des structures commerciales, on n'aura pas d'impact puisque le client récupérera la TVA. Donc, on n'aura pas besoin d'augmenter, enfin de diminuer ses marges. On appliquera tout simplement la TVA et derrière, le client structure lucrative la récupérera. Ensuite, on a l'impact de l'impôt société. Donc là, globalement, on va avoir un impact négatif sur les réserves disponibles puisqu'on va prélever finalement une partie des réserves qui auraient été complètement conservées par l'association. Là, en fonction, alors, pour une scope, on peut avoir aussi, et là, Mathieu, je pense, en reparlera, mais il y a des possibilités sur une scope quand même de pouvoir distribuer auprès des salariés finalement un intéressement qui va être une participation qui va être déductible. Et puis sur les cycles, comme on en parlait tout à l'heure, si on ne distribue pas, on n'a pas d'impôt. Néanmoins, la base, c'est qu'on paye un impôt sur les excédents. Ouais. À la CFE, la CVAE, même si elles ont vocation à disparaître, on peut faire un petit point. Voilà, donc globalement, ça va être la CFE sur les locaux, la CVAE sur la valeur ajoutée. Donc, pour aller rapidement, lorsqu'il y a une transformation, globalement, on constate que l'impact est quand même assez faible. Donc, ce n'est pas l'enjeu principal de la transformation, on le rappelait juste pour mémoire. Ouais. La CFE, c'est l'équivalent de la taxe d'habitation pour les entreprises. À ne pas confondre avec la taxe foncière, c'est quand on est propriétaire. On peut aussi être par contre, elle s'applique sur les biens soumis à taxe foncière. Ouais, voilà. Donc, plus le lieu est grand et plus ça dépend des collectivités aussi, où la CFE peut être plus ou moins importante. À Paris, par exemple, elle est très faible. Si on va dans une petite ville, des fois, elle peut être un peu élevée. On a la petite surprise. Suivant les collectivités. Voilà. Et Alex Hiro nous dit faut aussi regarder les autres taxes d'habitation. Alors ça, c'est plus rare, mais ça peut arriver. Ça dépend des types de baux. Il y a la taxe sur les bureaux quand on est propriétaire. La CRL et la taxe sur les bureaux, ouais. Alors, après l'impact fiscal, on va avoir aussi des impacts en termes social et juridiques. C'est-à-dire que là, on a une continuité, mais ça, Mathieu, tu l'as déjà dit, il y a une continuité, il n'y a pas de changement de personnalité morale. On a juste un changement de statut juridique. Les contrats continuent dans la limite des possibilités juridiques. Par exemple, si on avait une convention de mécénat, on ne pourra plus l'appliquer. Et puis, le contrat de travail va perdurer, les accords d'entreprise vont perdurer, la convention collective, si on est dans la même activité,
va continuer. On n'aura pas, voilà, ça va être assez simple de ce point de vue-là et ça va être plutôt transparent. Après, on a l'impact sur le modèle socio-économique. Il va y avoir là un principe de rupture qui est lié finalement traditionnellement à la répartition des financements dans les associations. Alors, on en a déjà parlé. Là, on rappelle une étude qui date de 2017 qui montrait la répartition des financements pour une association. Donc, on voit que finalement, les subventions publiques où on peut avoir un risque de perte de financement, le mécénat qui représente que 5%, voilà, ce sont là où on peut avoir des remises en cause de financement. Le passage à la forme commerciale va avoir des conséquences importantes finalement au regard de la structuration de ces financements. Et par ailleurs, les prestations qui pouvaient être exonérées, on en parlait tout à l'heure avec la TVA, vont devoir être assujetties à la TVA. C'est vrai qu'on voit que le secteur associatif est mis à mal parce que là, historiquement, le poids des ressources publiques était plus élevé que le privé, et ça, maintenant, c'est fini. Le poids des subventions. Ça avait perdu entre 2011 et 2017, justement, la date de cette étude, ça avait perdu plus de 30%. Et je pense que depuis, ça a encore continué. Ouais. Le poids des subventions par rapport aux appels d'offres publics. Oui. Qui va finalement, il y a des subventions publiques qui sont passées dans les recettes d'activité, finalement. Dans les 66% de recettes d'activité. Ouais. Les appels d'offres passent sous forme de prestation. Avant, c'était de la sub, maintenant, c'est de la prestation. Donc, le risque de fiscalisation, il est croissant aujourd'hui. Et on demande aux assos d'aller après faire du don et du mécénat pour compenser. Sauf que quand tu demandes un rescrit fiscal, etc., c'est toujours plus compliqué. Donc, nous, on déconseille de faire des rescrits fiscaux au passage. Voilà, d'être très vigilant sur les questions don et mécénat parce que c'est un serpent qui se mord la queue. C'est pas toujours facile de rebondir avec du don et du mécénat. Ouais. Et puis là, je parlais du cas tout à l'heure de mon client crèche qui a fait un rescrit fiscal, ça s'est mal passé. Bon, encore lui, il n'a pas de TVA, donc ça va. Nous, on déconseille 90% du temps. Ouais. On pourra en reparler. Il l'a fait sans prévenir personne, ni l'expert comptable, ni nous. Ouais, danger. Donc, voilà. Donc, sur le modèle socio-économique, il va y avoir un impact. Alors, par ailleurs, potentiellement, ça va libérer quand même le potentiel devant certaines contraintes qui sont liées au frein fiscal. Hein. Des fois, l'association, par principe, même des fois, va se limiter. Mais on peut avoir des potentiels de développement. J'ai l'exemple d'une entreprise d'insertion qui était dans les espaces verts sous forme associative et que nous avons accompagné pour transformer en association, qui a été bloquée dans son développement sur des marchés qui étaient réservés à des entreprises. Donc, du coup, le fait de se transformer a pu lui permettre d'entrer dans ces marchés, sans parler des considérations de gouvernance. La diversification aussi est importante puisque ça va permettre sur une offre, par exemple une offre touristique, qu'elle ne s'adresse pas seulement à un public qui va être éventuellement défavorisé avec des prix bas. On peut, ouvrir les vannes et là s'adresser à tout public à partir du moment où on va avoir les moyens. Et là, il faudra réfléchir à ses besoins financiers pour le développement. Est-ce qu'on est en phase de maturité par rapport à ça? Quels sont nos concurrents? Là, on va avoir une vraie réflexion, commerciale, voire avant la transformation, il faut vraiment savoir si jamais on était avec aussi un financement de mécénat, est-ce qu'on va pouvoir mettre en place la stratégie commerciale, voire marketing de diversification? Parce que c'est un élément fort quand même, également potentiellement de la transformation. Voilà, donc ces éléments-là vont avoir un impact forcément sur le modèle et sur l'organisation de la structure. Ok. On se laisse une minute pour souffler. Alors, pourquoi déconseiller de faire des rescrits fiscaux? Je me suis permis d'envoyer une petite note qu'on a écrite. Alors, nous, c'est en tant qu'expert comptable là que je parle, praticien, mais peut-être que Cédric, toi, tu pourras avoir ton rôle. Pourquoi déconseiller les rescrits fiscaux? Il faut mieux souvent bâtir un bon argumentaire et attendre, parce que déjà, statistiquement, il y a quand même peu de contrôles fiscaux sur les associations. Le moment où on fait des rescrits fiscaux, nous, de notre côté, c'est quand vraiment on n'a pas trop de doutes, qu'on sait qu'il y a potentiellement des discussions à avoir et des arguments quand même pour rester non lucratif. Et là, on peut éventuellement obtenir un rescrit fiscal avec un avis positif. Donc, ça nécessite le plus souvent d'essayer de rencontrer les personnes au centre des impôts pour pouvoir aller présenter le dossier avant d'écrire.
Et dans ces cas-là, éventuellement, le rescrit fiscal peut être conseillé. Mais c'est dans des cas où on pense que de toute façon, on doit être fiscalisé. Donc là, on essaye, c'est la dernière chance. En résumé, c'est quand on s'appelle Emmaüs ou qu'on connaît le contrôleur fiscal, on peut s'appeler. Mais c'est vrai que ça part d'une bonne intention de demander le rescrit. En pratique, c'est plus insécurisant que. C'est une épée de Damoclès. Parce qu'on est dans le viseur du fisc, parce qu'à la moindre doute. Donner une réponse négative. Et il n'y a pas de contradictoire, donc la procédure est défaillante. Alors c'est pour ça que comme il faut aller les voir avant. En général, on essaie d'avoir la personne qui va étudier le dossier. Et comme ça, en exposant les faits avec nos arguments, ça passe beaucoup plus facilement. Et il faut savoir aussi que le rescrit fiscal, si on le fait, il faut absolument être complètement exhaustif. Si jamais on n'est pas exhaustif, on se met en danger puisque l'administration pourra dire on n'a pas eu toutes les informations, donc notre réponse n'est pas valable. Ouais. Est-ce qu'on a un délai lors du retrait de l'agrément de service civique, de volontariat associatif sur les volontaires lors du passage d'assaut en SCOP ou SIC? Je ne suis pas certain, je dirais par tolérance, c'est jusqu'à la fin de l'accord d'agrément ou peut-être à la fin de l'année de l'exercice de la clôture. Mais j'en ai pas de certitude. J'avoue que j'ai jamais eu le cas. Le mieux, c'est de demander à l'organisme personnellement qui octroie l'agrément par transparence. Alors, ce que nous dit le droit coopératif, donc on l'a dit tout à l'heure, on peut se transformer avec une précision quand même, sans créer de personne morale nouvelle, dès lors que c'est une activité analogue. Donc, il est entendu que si c'est pour avoir une activité qui n'a rien à voir, on ne pourra pas se transformer sans rupture de personne morale. Donc, on garde tous les contrats conventions, sauf tout ce qui est service civique. Malheureusement, les coopératives ne sont pas éligibles aujourd'hui. Alors, dans les points clés de la transformation, outre la continuité de la personne morale, on va s'attacher avant de transformer à préfigurer ce que sera la gouvernance coopérative. Donc, parfois, ça peut nous amener à changer même les statuts de l'association pour adapter déjà la gouvernance et la tester avant la transformation. On va s'attacher au choix du montage et des statuts. Donc, est-ce qu'on se transforme d'asso en coop? Est-ce qu'on recrée une asso à côté? Est-ce qu'on garde l'asso? On crée une coopérative à côté? Voilà, il y a plusieurs options. Est-ce que c'est une coopérative SIC, SCOP, SARL, SAS? Voilà. On va travailler de la partie modèle éco, business plan, parce qu'il y aura forcément beaucoup d'impact, et les questions fiscales qui aussi impacteront le prévisionnel, voilà, et éviter les mauvaises surprises. Il y a une autre taxe aussi, on n'en parle pas, mais il y a tout ce qui est taxe véhicules de société, si on a des véhicules de société. Voilà, c'est des petites choses comme ça qu'il ne faut pas oublier. Le calendrier de la transformation. Alors, il faut déjà une assemblée générale extraordinaire dans l'association pour être en conformité avant la transformation. Notamment, il peut y avoir des questions de qui est-ce qui décide, est-ce qu'il faut une majorité, une unanimité. Donc, tout ça, c'est des sujets qu'il faut aussi un peu anticiper pour avoir de mauvaises surprises. Travailler déjà avec les futures parties prenantes le passage en coopérative. Après, l'avantage d'une coopérative, c'est qu'elle est évolutive, c'est-à-dire qu'elle a un statut à capital variable. On peut à tout moment intégrer des nouveaux associés et avoir des procédures assez simples pour valider de nouveaux associés. On n'est pas obligé d'attendre l'Assemblée générale, etc. Donc, on peut très bien créer une coopérative. Moi, je dis souvent, pour désacraliser les coopératives, on peut créer une SCOP avec 2 personnes et une SIC avec 3 personnes. Libre à vous, petit à petit, d'étoffer à mesure que le projet grandit, que vous avez des moyens pour animer la gouvernance. Il faut créer la 10 catégories, avoir etc. Il faut aussi rester avoir un principe de réalité, de réalisme, de bonne gestion, quoi. Donc une AGE ensuite de transformation dans l'association pour acter le passage en coopérative. Et ensuite, ça nous permet d'immatriculer la coopérative. Alors non plus au greffe, mais au guichet unique maintenant. Ça, il faudrait qu'on le change. Depuis le 1er janvier, c'est un nouveau guichet. Donc prévoir au moins 3 à 6 mois.
Alors, j'ai une question. Les associations cultuelles de loi 1905 peuvent-elles devenir des coopératives? J'en suis pas certain. Cédric? J'ai rencontré le cas. Pardon? J'ai jamais rencontré le cas. Ouais, Et t'as pas eu le cas. il y a un Bon, peu on le cas des. vérifiera. Il faudrait qu'on Et regarde. quand on vous enverra le support, on vous répondra. Alors, sur l'accompagnement à la transformation, alors, Une vision globale de l'impact fiscal, social, socio-économique, gouvernance. On fait un peu un scan, un audit global. Hein. Et ensuite, on a toute une partie formalisme juridique et puis dimension financière pour s'assurer aussi que derrière, des financeurs seront contents et bienveillants pour financer la poursuite de l'aventure en coopérative. Parfois, des subventionneurs, il faut les prévenir à l'avance aussi, des prêteurs bancaires, etc. Donc, c'est bien d'associer au maximum ces parties prenantes. Voilà ce qu'on pouvait en dire aujourd'hui. Voilà, on a encore quelques minutes pour les questions. Il nous reste 7 minutes. Alors, ouais, Cédric, tu donnes un exemple. C'est un article qu'on avait rédigé pour l'ordre. Ouais. Pas de questions? On a encore quelques minutes. Hein. N'hésitez pas. Et si jamais on n'a pas la réponse, on vous répondra avec le support. L'intérêt, c'est de se donner le temps. Et comme disait tout à l'heure Mathieu, donc la question, c'est quel est l'intérêt de passer sur une association de préfiguration? Ça va être facile à mettre en œuvre, rapide, sans forcément mobiliser beaucoup de capital. Une association, c'est très simple à créer. Donc, ça permet de se donner le temps. Ça coûte 45 €. Ouais, voilà. Ça coûte 45 € alors qu'une coopérative, c'est un peu plus. C'est plutôt en centaines d'euros. Et aussi, on n'est pas identifié par le fisc, donc on n'a pas à pointer la TVA, l'impôt sur les sociétés, sauf si on est fiscalisé d'emblée. Mais a priori, on n'est pas dans les radars du fisc, ni du greffe qui va nous demander de déposer le PV d'AG, les comptes, etc. Il y a une autre question. L'association peut donc être associée à la future coopérative? Oui. Y a-t-il des risques? Moins de risques qu'une filiale classique, puisque là, on ne pourra pas penser que finalement, enfin, il faut faire attention que quand même l'association n'existe pas uniquement, enfin, ne subsiste pas si jamais elle a fait un apport, par exemple, d'activité, qu'elle ne subsiste pas juste pour l'activité commerciale. Il faut vraiment qu'elle ait une activité à part entière, toujours par rapport à ce risque de relation privilégiée, qui remet complètement en cause, quelle que soit l'activité, la gestion des intéressés, etc., le statut fiscal d'une asso. Ouais, donc il faut éviter au maximum d'avoir une identité, c'est-à-dire vis-à-vis de l'extérieur, de paraître la même personne. Donc sur le nom, on va être vigilant, on va s'appeler peut-être les amis de machin. Ou par exemple, on a Corporate Ticket for Change qui a créé une SAS qui s'appelle Corporate for Change. Donc voilà, être vigilant. On peut avoir des liens, mais sur le site internet, pareil, pas avoir le même site internet. Par contre, on peut dire qu'on a un partenaire ou des partenaires, idéalement. Voilà, il faut surtout faire très attention à la notion de gestion des intéressés, qui n'est pas des mandataires sociaux de l'association, qui est des relations, qui est des intérêts financiers finalement dans la filiale. Enfin, dans la filiale ou même dans la société amie, je dirais. Alors là, autant une société peut soutenir une asso, ça pose moins de problèmes. Par contre, dès qu'une asso apporte un surcroît de visibilité, de ressources, une économie de dépenses à une société, là, c'est dans ce sens-là, voilà. C'est alerte rouge. C'est un faisceau d'indices après. Donc voilà, on peut avoir des dirigeants communs, mais il faut faire attention. Vraiment, il faut prendre du recul et se dire, est-ce que l'association existe bien pour elle-même, avec une vraie utilité sociale qui subsiste, intérêt général même, elle n'est pas là juste pour permettre à une société ou à des sociétés commerciales ou à des adhérents qui sont éventuellement lucratifs, enfin dans des activités commerciales et professionnelles, de mieux fonctionner.
Donc, est-ce qu'on a un modèle pour encadrer les relations commerciales? Alors, en fait, c'est tellement au cas par cas. Il y a tellement de relations possibles entre deux structures. En fait, oui, il n'y a pas vraiment de modèle. C'est un peu tout ce qu'on vient de dire là. C'est-à-dire, c'est des faisceaux d'indices. Il faut faire attention à la gestion des intéressés, au flux financier, à la raison de l'existence ou de la coexistence de l'association. Voilà. Ça, c'est vraiment les points clés. Ouais, les refacturations qu'il peut y avoir entre les deux. Donc, ça dépend vraiment l'intensité des relations économiques, financières. Et les dirigeants communs éventuels. Que fait-on des éventuels fonds dédiés qui existaient dans l'association? On ne pourra pas, à mon sens, c'est vrai que c'est une question que j'ai jamais traitée en fait, mais à mon sens, on devra soit les consommer avant la transformation, soit les restituer, si jamais on ne les a pas encore consommés. C'est-à-dire, on parle de fonds dédiés par rapport à une subvention, par exemple. Donc, un projet qu'on n'avait pas complètement fini avant la fin de la convention, qu'on a mis de côté, entre guillemets, pour financer la finalisation du projet, il faut finir le projet avant la transformation, selon moi. Ouais. Je dirais que c'est aussi une négociation avec les financeurs pour savoir dans quelle mesure. Après, si on est dans des subventions qui sont permises dans le cadre de la SIC, effectivement. C'est plus facile avec une fondation concrètement que si tu négocies avec la région Île-de-France, qui est une des collectivités les plus strictes. Je crois qu'on a fait le tour. Il est 10h29 secondes. Donc, on va peut-être conclure du coup. Donc, en tout cas, merci pour votre participation. On espère que cette présentation aura été suffisamment claire. On avait une petite heure, il y a beaucoup de sujets, mais on vous enverra le support là rapidement. Merci beaucoup. Merci beaucoup et bonne journée à tous. À très bientôt. À bientôt, au revoir. C'est fini. Pas mal. Bon, c'était bien. Merci. Ouais, c'était bien. Désolé pour le démarrage. J'étais persuadé que c'était à 10 heures. Ouais. J'aime bien la tension. Ouais. Comment? Je pense à un truc. Je me demande si. Ah, pardon. On nous entend encore. Le live est censé être terminé, mais en tout cas, merci. Ouais, merci à tous. On va s'appeler, Cédric. Ouais. Bonne journée à tous. Bonne journée.